Mario Lamontagne, CPA, CA, MBA, CISA, directeur principal chez Deloitte. Alexandre Day, CPA, CA, MBA, directeur en certification chez Solus Qualité Connecté. Dans le contexte actuel de mondialisation, où la concurrence est plus forte que jamais, il devient primordial de se démarquer pour survivre. En effet, suite aux changements récents dans les habitudes des consommateurs québécois, votre entreprise a dû s'adapter pour être en mesure de suivre les tendances. D'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes collègues, Louis-Olivier Boucher, Valérie Laroche et moi-même, Annie Petitcroux. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter une analyse du projet d'investissement que vous aviez en tête pour évidemment devenir un leader dans votre domaine. Nous allons aussi faire les redressements au niveau comptable que vous aviez pour les différents projets que vous avez eus lors des dernières années. On va aussi parler du financement relatif aux nouveaux projets d'investissement pour terminer avec d'autres points divers. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va poursuivre avec les normes comptables. En commençant avec les normes comptables, nous avons remarqué que vous avez contracté un nouvel emprunt de l'ordre de 1,5 million de dollars et qu'il y avait une clause restrictive relative à cet emprunt. Nous avons donc vérifié si cette clause était respectée avant le redressement comptable. Donc ça, c'est les chiffres que vous voyez avant les redressements que nous avons effectués. Donc avant, il était bien respecté. Nous allons vérifier à la fin si celui-ci est toujours respecté pour s'assurer qu'on soit conforme avec cet emprunt-là. Donc, pour commencer, nous allons vous assurer qu'on est tout en NCSCF. Donc, juste pour mettre au clair, vous êtes en NCSCF, donc nous allons considérer ce référentiel-là dans les redressements que nous avons effectués. Premier redressement concernant les immobilisations. Vous avez fait l'acquisition d'un équipement, vous n'étiez pas trop certain relatif aux frais de transport et d'installation s'il fallait les passer en charge. Eh bien, dans le fond, on va aller voir les normes, qu'est-ce que les NCS nous disent à ce propos-là. On va aller voir, dans le fond, les critères selon cette norme-là. Nous avons donc ressorti les critères de capitalisation à l'actif pour savoir s'il fallait plutôt comptabiliser à l'actif ou le laisser en charge comme il est actuellement. Premier critère pour capitaliser à l'actif, il faut que l'événement découle d'un peu passé. C'est bien passé, c'est des frais qui sont passés il y a quelques mois, donc critère respecté. Deuxième critère, il faut qu'il y ait des avantages économiques futurs probables pour pouvoir les capitaliser. C'est bien les belles cas. Dans le fond, l'installation était nécessaire pour pouvoir utiliser l'actif, donc bien sûr, ces critères-là est respecté aussi. Et il faut que ça soit utilisé sur plus d'une période, et c'est bien le cas puisque l'actif, vous comptez l'utiliser pour quelques années. Donc, un redressement, ça doit être fait. Donc, nous allons prendre les équipements, puis nous allons prendre le post-équipement, augmenter les immobilisations de l'ordre de 35 000 et venir réduire la charge dans les frais généraux comme vous l'avez initialement comptabilisé. Concernant les frais d'intérêt, sur l'emprunt que vous avez contracté de l'ordre de 1,5 million, il est possible de capitaliser une certaine partie de ces intérêts-là, puisque je ressens encore les critères d'un actif. Ces intérêts-là ont permis de se procurer l'usine pour l'agrandissement et aussi l'équipement que je viens juste de vous parler. Donc, les trois critères de l'actif seraient encore respectés à ce niveau-là. Donc, ce serait possible de capitaliser une certaine portion, puisque, comme je viens de le dire, vraiment, le financement était nécessaire pour pouvoir acquérir ces immobilisations-là. Donc, nous allons plus en profondeur dans le calcul. J'ai sorti une petite ligne du temps, 1er juillet, début d'exercice, 30 juin, la fin d'exercice. En rouge, vous pouvez voir la période, dans le fond, qui vous a servi à construire les travaux, qui était de l'ordre de 137 jours. Donc, toutes les portions d'intérêt sur l'emprunt que vous avez contracté, seulement 137 jours pourront être capitalisés, soit dans le fond la période durant laquelle vous avez effectué les travaux dans l'année. Donc, les calculs est simple, 137 jours divisé par 273 jours, qui est le nombre de jours total qu'il y avait dans la période depuis le 1er octobre, soit la date où vous avez contracté l'emprunt, fois les 56 250, qui est dans le fond l'intérêt total que vous avez payé cette année sur cet emprunt-là, ce qui nous donne un 28 228 $ qui serait capitalisable à l'actif. Nous avons fait une petite répartition selon soit la portion capitalisable au bâtiment et la portion capitalisable aux équipements selon certains prorata des coûts qu'il y avait. Concernant l'amortissement, puisque dans le fond, nous avons capitalisé certains montants, mais il faut aussi les amortir ces montants-là, tout comme toutes les autres immobilisations. Donc, j'ai ressorti les hypothèses, soit la durée d'utilité de 40 ans et de 10 ans pour les équipements. Le montant amortissable, qui est dans le fond le total des frais que je viens tout juste de capitaliser à l'actif.
Le début d'amortissement. Dans le fond, pour le bâtiment, ce serait le 14 février qu'on commencerait à amortir, puisqu'en NCSCF, on commence à amortir dès que l'immobilisation commence à être utilisée. Et le bâtiment, c'est à partir du 14 février que l'immobilisation commence à être utilisée. Et pour l'équipement, c'est plutôt le 15 mars. Donc, ça fait 130 jours pour le bâtisse, 106 pour l'équipement. Donc, si vous avez les montants d'amortissement que je suis venue rajouter dans les charges de la période, et ce qui réduit par le fait même la valeur comptable de chacun des actifs en question. Concernant les honoraires reportés, vous avez reporté un montant total de 200 000 pour des honoraires que vous avez contractés pour obtenir le contrat justement avec le nouveau client Ali+. Ces frais-là, dans le fond, pour savoir s'ils doivent être reportés et donc apparaître à l'actif, j'ai encore une fois ressorti les critères de l'actif. L'événement découlait bien, l'événement fait passer, donc ces critères seraient respectés. Où c'est qu'on pourrait se questionner un peu, c'est au niveau des avantages économiques futurs. Est-ce que vraiment avoir avoir signé les honoraires vont nous procurer d'autres avantages? Oui, nous avons obtenu un contrat, mais c'est pas nécessairement aussi un coût d'enfant qui va être utilisé sur plus d'une période. Donc, pour ces raisons-là, vous ne deviez pas le capitaliser à l'actif, pardonnez-moi. Donc, nous sommes venus faire un ajustement, soit augmenter les charges de l'ordre de 200 000 et venir réduire les frais reportés de 200 000 comme vous l'aviez initialement fait. Concernant les produits, vous avez signé un contrat avec Ali+, très intéressant pour 3 années pour l'instant. Vous comptabilisez dans le fond les produits quand vous passez la marchandise. Cependant, nous avons remarqué qu'il y avait quand même plusieurs retours importants dans les mois passés, notamment en avril, mai et juin. Donc, pour cette raison-là, nous sommes venus voir si le 450 000 qui était à la fin de juin devait être comptabilisé en entier. Nous sommes venus voir les critères pour comptabiliser un produit. Pour comptabiliser, il faut que le montant du produit soit fiable. 450 000, c'est très fiable. Il faut que la direction associe la gestion sur les biens. Dès que vous avez vendu à Ali+, il n'y a plus nécessairement de gestion de votre part, donc ce critère-là serait respecté aussi. Coût relatif au produit facilement estimable, il l'était. On parlait justement c'était 6 $ par produit que vous vendiez, puis on rajoutait 10 % de prime pour le produit. Donc, si on fait un petit calcul, on est facilement capable de trouver les coûts des ventes. Avantages économiques futurs, bien sûr. Le fait de vendre, et surtout que c'est sur 3 ans, ça procure des avantages. Où ce qu'on vient un peu se questionner, c'est au transfert des risques et avantages totaux. On sait qu'Ali+ a 10 jours pour retourner la marchandise à partir du moment que la marchandise est vendue. Donc, il faut se questionner s'il n'y a pas un risque faut se questionner s'il y a un risque qu'on reçoive la marchandise à l'intérieur de 10 jours. Et avec les expériences passées, on a vu qu'il y avait beaucoup de montants qui avaient été retournés assez importants. Donc, pour cette raison, ce que les normes conseillent de faire, ça serait de comptabiliser une provision. Comment nous avons calculé la provision? Nous avons été avec les expériences passées. Nous avons calculé les trois importants montants qui avaient été retournés de la part d'Ali+, divisé par le nombre de produits totaux qu'on avait fait durant la période à Ali+, ce qui nous donnait environ une provision de 3 %. Donc, nous sommes venus prendre le 450 000 fois 3 %, ce qui nous donnait un pourcentage de retour de 13 500 qui devrait être comptabilisé en réduction des produits et passé comme une charge au passif. Pas comptabilisé comme une charge, excusez-moi, je me suis trompée dans mes mots, comptabilisé un passif. Concernant l'instrument financier, dans le fond, vous avez, pour la dette de 1,5 million de dollars que vous avez contracté, ce prêt-là pouvait être convertible au gré du créancier comme bon lui semblait. Donc pour l'instant, la dette a été contractée entièrement dans les passifs, mais cependant, ce que le NCSCF vient de nous dire, c'est que puisque le détenteur, le créancier peut convertir
son passif total contre des actions, il y a un certain privilège de conversion que nous devons nous comptabiliser dans les capitaux propres. Donc, l'écriture qui sera passée, ce serait emprunt à capitaux propres et le montant, comme nous sommes venus le trouver. Nous avons pris la juste valeur, considérant le 8 qui est le taux que le créancier aurait été prêt à payer, qui est le taux que le créancier aurait été prêt à payer, moins la juste valeur avec le taux de 5 ce qui nous donnait ce montant-là. Concernant les clauses restrictives, bien avec les ajustements que nous avons faits, la clause est toujours respectée, donc il n'y a pas de problème associé à ce niveau-là. Je vais passer la parole à ma collègue Annie. Au niveau de l'analyse du projet d'investissement, vous aviez un très beau projet qui vous permettait vraiment d'agrandir votre usine et de devenir un leader dans votre domaine. Donc d'abord, cette nouvelle machine-là qui permettait de produire des saucisses sans enveloppe animale, on a tout d'abord considéré la capacité de production pour être en mesure de déterminer si cette capacité-là est en mesure de répondre à la demande des consommateurs. Donc au niveau de la capacité de production, on est allé de façon hebdomadaire. On a considéré un temps total avec les quarts de travail de 8 heures que vous aviez mentionné. De plus, on a enlevé un temps de nettoyage qui était nécessaire à chaque 4 heures pour être en mesure que les machines fonctionnent bien. Ça nous a donné un temps de production hebdomadaire. À ça, on a divisé en fait selon le nombre de kilogrammes par minute qu'on était capable de produire avec la machine et la nécessité d'avoir des pertes de production. En fait, c'est qu'il y a 1 de pertes de production qui ne pourront pas être vendues. Donc, on a considéré ce pourcentage-là pour être en mesure d'établir la production hebdomadaire qu'on va pouvoir produire avec la machine. Au niveau, ça c'est au niveau vraiment des saucisses qui étaient sans boyau. Par contre, au niveau de du pain de viande aussi que vous avez considéré, la production normale c'était de 60 kg par minute. Donc, ça donnerait seulement une production hebdomadaire supplémentaire à ça. Et comme on peut voir par la suite à la prochaine diapositive, la demande hebdomadaire actuellement est vraiment inférieure à la capacité de production. Donc, c'est pourquoi on n'a pas calculé tout le même calcul précédent avec aussi 60 kg. On aurait juste eu une production qui était plus excédentaire. Donc, au niveau de la prévision de la demande, on voit que la nouvelle capacité de machine va répondre amplement à la demande qui va être faite par les consommateurs. Comment on a calculé, en fait, c'est qu'on a pris la production, en fait, la demande hebdomadaire actuelle, ce que les clients nous achetaient, puis on l'a réparti avec la nouvelle répartition que vous nous aviez mentionnée, donc vos prévisions. Avec ça, on va être capable de calculer la valeur actuelle nette du projet. Donc, tout d'abord, l'investissement. C'est un investissement, c'est seulement l'équipement de production qui est de 6 millions de dollars, qui est à considérer à ce niveau-là. Ensuite, pour les flux monétaires opérationnels, d'abord, c'est important de mentionner qu'on a considéré la vente avec tant la production des saucisses, de la nouvelle sorte de saucisses, que la production de pain de viande. Donc, on a vraiment fait une vente pour les deux projets ensemble, étant donné que la machine avait une production suffisante pour produire les deux produits. Donc, au niveau des entrées de fonds, on a la vente des saucisses par boyau et la vente des pains de viande. C'était le montant que vous nous aviez mentionné, en fait, qu'on a pris au niveau des produits de la vente. Et on a appliqué à ça une augmentation de 10 par année, comme le montrait la tendance. Ce qui nous donne des entrées de fonds qui sont vraiment très importantes. Au niveau des sorties de fonds, on a considéré d'abord les coûts de production avec les ingrédients. Au niveau de, comme on vous a montré précédemment, la capacité de production, on ne produira pas, à cause de ça, on ne produira pas des saucisses de sorte normale. Donc, c'est pourquoi on a considéré une perte de revenus au niveau des saucisses normales et aussi une diminution des charges qui étaient relatives à ces saucisses normales-là. De plus, c'est important de mentionner qu'on n'a pas considéré les salaires, étant donné qu'il n'y a pas de différence entre les salaires actuels et les salaires avec le projet. C'est les mêmes employés qui vont travailler sur les deux machines. Donc, c'est pourquoi on n'a pas considéré d'augmentation de salaire à ce niveau-là. Ce n'était pas un coût qui était différentiel. Au niveau de la publicité, vous avez mentionné un coût de publicité seulement pour les saucisses. Donc, on s'est permis de poser comme hypothèse une légère augmentation. Le coût, c'était de 10 000 $ seulement pour les saucisses. Donc, étant donné que là, on voulait faire la promotion de deux produits en même temps, donc les saucisses et le pain de viande, on a ajouté un montant de 5 000 $ qui, on s'est dit, correspondait sûrement au coût des produits qui allaient être donnés en dégustation.
Étant donné que les kiosques étaient déjà en place, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire de doubler complètement ce coût-là. Et par les années suivantes, on a ajouté un 2 500 $ à chaque année pour ça. Au niveau de la formation, c'était le coût que vous nous avez mentionné, ce qui me donne un total de sortie de fonds de 6 700 000 environ. Au niveau du taux d'actualisation qu'on a utilisé pour actualiser nos flux monétaires, on a pris un coût en capital moyen pondéré. Donc, si on peut voir ici, on a pris la proportion de la dette et la proportion des capitaux propres auxquels on a pris un taux qui nous semblait correct à partir des états financiers pour le coût de la dette. Et au niveau du coût des capitaux propres, on a pris un coût qui était le taux sans risque, auquel on a ajouté diverses primes relativement au projet, au marché et à l'entreprise en général, ce qui nous donnait un taux en capital moyen pondéré d'un tel montant. Au niveau des flux monétaires totaux, justement, si on actualise avec ces montants-là, ça nous donne un flux monétaire de 7,8 millions de dollars, ce qui est excellent. Et on a calculé que le taux d'actualisation qui correspondait au point mort du projet était de 20 %. Donc, ça vous laisse quand même un grand jeu au niveau des primes qu'on a calculées. Pour continuer le calcul des flux monétaires actualisés, il fallait ajouter l'économie d'impôt suite à l'investissement. Donc, pour l'ajouter, on utilise un taux dégressif de 20 % qui correspond à la catégorie fiscale du nouvel équipement. On a un taux d'impôt qui est de 25 % qui a été calculé là, à partir des états financiers fournis et un taux de rendement de 6,03 % qui vous a été expliqué plus tôt. Ce qui nous donne une économie d'impôt de 1 119 000 $. Et par la suite, il faut calculer une perte d'économie d'impôt liée à la vente de l'équipement dans 5 ans, étant donné qu'on a fait notre calcul sur 5 ans, ce qui nous donne une perte d'économie d'impôt de 104 425 $. Donc, on arrive, avec l'analyse du projet total, à un investissement de 6 millions de $, des flux monétaires opérationnels de 7 851 000 $, une économie d'impôt d'1 015 000 $ et une valeur résiduelle actualisée de 559 000 $ pour une valeur actuelle nette du projet qui se situe à 3 426 000 $. Si on poursuit maintenant avec l'analyse qualitative du projet, c'est-à-dire qu'on va y aller avec tous les points qui sont hors disons, calcul. Donc, on a une bonne croissance d'entreprise qui pourrait permettre d'être continuée avec le nouveau projet. On a plusieurs détaillants où ce que vous vendez déjà. Donc, l'avantage ici serait qu'il n'y aurait pas de difficulté d'implantation de produits puisque vous pourriez continuer avec ces mêmes détaillants. Vous savez, vous aurez une capacité de production excédentaire dans le cas de l'augmentation des ventes. Et c'est un produit qui est très innovateur et qui est bon sur le marché, donc ça serait excellent pour vous. Ce côté d'inconvénient, c'est qu'on quitte les recettes traditionnelles, ce qui a fait la renommée de l'entreprise. D'ailleurs, on sait que vous êtes plus intéressé par ce qui est traditionnel, mais selon nous ici, avec toutes les tendances sur le marché, il serait intéressant là, de se tourner vers un produit du genre. L'entreprise est déjà surendettée, donc ça sera un nouvel investissement qui est un gros investissement pour vous. Et donc vous avez fait déjà un investissement majeur de plus d'1 million de $ dans une nouvelle bâtisse. Donc nous vous recommandons d'aller de l'avant avec le projet pour toutes les raisons qui vous ont été énumérées plus tôt. Selon nous, ce serait un excellent projet là, pour vous. Maintenant, si on tourne du côté du financement, nous avons ressorti 4 options de financement. On n'est pas allé avec l'option de la banque, étant donné que vous avez plusieurs clauses à respecter, donc ça vous gardera une marge de manœuvre pour plus tard. Donc on y va avec le vendeur de la machine. Souvent, lorsque vous achetez un nouvel équipement, il y a possibilité de regarder avec lui s'il en a la capacité de vous financer sur une certaine période de temps pour aller chercher ce financement. Vous aurez la possibilité d'y aller avec des nouveaux investisseurs, c'est-à-dire de vendre par exemple des actions privilégiées, ce qui fait que vous ne perdrez pas le contrôle de l'entreprise, mais vous pourriez tout de même continuer avec des nouveaux capitaux, des nouveaux fonds. Il y a la Banque de développement du Canada qui est toujours une très bonne option pour vous, étant donné que vous pourriez aller les voir, avoir un financement, puisque c'est un projet qui est innovateur et c'est un projet qui serait très rentable. Et il y a le réinvestissement du propriétaire. Si jamais le propriétaire en a les moyens, ça pourrait toujours être une possibilité. En fait, l'objectif d'avoir 4 options, c'est de vraiment séparer le risque entre les différents créanciers, de sorte d'avoir une moins grande charge, par exemple, au niveau des intérêts, et d'aller chercher d'avoir une meilleure flexibilité au niveau de votre financement. Au niveau des points de vente, vous avez fait une demande au niveau de la gestion de la production. D'abord, on voulait mentionner qu'on trouvait qu'implanter le Justata, c'était une excellente idée, étant donné que dans votre secteur, avec les dates de péremption et tout, c'est vraiment important de ne pas perdre de production. Par contre, justement, si vous voulez aller un peu plus de l'avant avec des techniques de lean management, on vous suggère peut-être d'implanter aussi l'amélioration continue à travers vos processus. Donc, de revoir vos processus et d'éliminer toutes les étapes qui ne sont pas à valeur ajoutée. Ça pourrait grandement réduire vos coûts d'opération, ce qui pourrait être très bénéfique, encore une fois, pour l'entreprise.
Et finalement, ça permettra aussi de diminuer le temps productif. Et vos employés aussi, s'ils sont impliqués dans le projet, ils pourraient devenir vraiment encore plus motivés. Puis on sait que pour vous, la satisfaction des employés, c'est vraiment primordial. Donc, en général, on vous conseille vraiment d'aller de l'avant avec le projet, de procéder au redressement comptable qu'on vous a suggéré pour être en mesure vraiment de devenir un leader dans votre domaine. Merci, nous sommes maintenant en période de questions. J'ai une première question. Le projet de saucisse et le projet de pain de viande, nous ne sommes pas obligés de faire les deux. Si je dépense 6 millions et que j'achète seulement les saucisses, est-ce que ça en vaut la peine ou je suis obligé de faire les deux parce que c'est pesant pour notre entreprise de faire les deux en même temps? C'est deux changements, deux nouveaux produits, de la formation pour deux produits. Donc, est-ce qu'individuellement ils sont rentables ou non? À la base, les saucisses sont rentables individuellement. Déjà là, on peut voir qu'ils amènent un bon investissement et le pourcentage qui était attribué au pain de viande, on peut penser que ça pourrait des gens qui seraient aussi intéressés à acheter plus de saucisses puisque c'est aussi un produit qui reste dans la gamme des produits santé, ces choses-là, ce qui est vraiment la nouvelle tendance. Donc selon nous, c'est là que ça pourrait être intéressant d'y aller seulement avec les saucisses, sauf qu'on croit, étant donné que les gens sont intéressés à une grande variété et que les gens seraient aussi intéressés, selon le sondage que vous nous avez transmis, à avoir d'un nouveau produit. Donc là, l'intérêt d'aller chercher vraiment l'optimisation en vendant et des pains de viande et des saucisses, mais selon nous, ce serait possible. On peut voir que les saucisses sont rentables individuellement. Là, je suis à la setup, à la page 5. C'est juste que je pense pas pouvoir le voir. Ben, en fait, c'est que si on y va au niveau des calculs, là, il faudrait que j'aille les calculs avant moi. Je peux juste remettre la Okay. Donc, si on regarde au niveau des entrées de fonds, la majorité, en fait, environ 66%, on peut considérer que c'est un tiers, deux tiers. Donc, les deux tiers seraient déjà créés par les saucisses. Donc, on considère que les deux tiers des flux de trésorerie sont déjà causés par les saucisses. Et si on va du côté des sorties de fonds, les coûts sont plus élevés pour la production du pain de viande que la production des saucisses. Donc, à ce niveau-là, c'est là qu'on peut vraiment voir la différence. Et en plus, comme je le disais, si on considère qu'il est possible d'aller chercher plus de ventes de saucisses si on ne fait pas le pain de viande, étant donné qu'on aura plus de parts de marché, à ce niveau-là, on va faire augmenter nos revenus. J'ai manqué l'explication, toujours sur la même acétate. C'est sûr que la plus grosse sortie de fond, celle des coûts. C'est vraiment la perte de... J'ai manqué l'explication pour la perte des ventes de saucisses normales. En fait, c'est seulement que les achats actuellement de vos clients représentent environ 61 000 kg par semaine. Et dans le fond, le fait que vous ayez du pain de viande et des saucisses qui sont sans boyaux maintenant, ça ne vient pas augmenter ce 61 000 kg-là, ça vient seulement rediviser en diverses catégories le même montant. Donc, c'est pourquoi, en vendant des pains de viande et des saucisses sans boyaux, il y a une portion de 25 % des saucisses normales que vous vendiez habituellement, que là, vous ne pourrez plus vendre. C'est pourquoi on a dû l'inclure à ce moment-là. Dans un autre ordre d'idée, moi, je reste un petit peu sur ma fin parce que je pense que c'est quoi? Au début, vous avez mentionné qu'on vous a fait l'analyse du ratio. Ça fait les traitements comptables, mais je n'ai pas eu le ratio après les traitements comptables. C'était vous aussi, Puis ça m'amène à me dire aussi pourquoi on a le choix de capitaliser les intérêts sur l'emprunt, mais pourquoi on a décidé de les capitaliser? Dans le fond, ça vient réduire considérablement notre charge d'intérêt pour cette année. Donc, c'est sûr, ça vient nous aider au niveau du ratio. Okay. Donc, pour cette raison-là, c'est sûr que cette année, c'est très avantageux pour vous de les capitaliser. Très bon. Puis, au niveau de l'emprunt, vous avez une participation et une partie capitaux propres. Mais il n'y a pas un autre choix? Il me semble que dans mes souvenirs, il y a un autre choix aussi. Mais je ne suis pas sûre. En fait, c'est que la norme dit vraiment que, puisque l'entreprise a une obligation de verser des ressources à la demande du créancier, il faut absolument qu'il y ait un passif qui soit comptabilisé. Par contre, étant donné qu'il y a aussi un élément de capitaux propres relié au privilège de conversion, on veut le mettre en capitaux propres. Nécessairement, ça va être beaucoup plus avantageux pour vous au niveau de vos états financiers parce que ça va diminuer votre passif et augmenter vos capitaux propres. Donc, c'est vraiment le choix qui était le plus avantageux. C'est pourquoi on est allé avec ça.
En fait, la norme dit vraiment que quand il y a une partie qui est relative à un élément de capitaux propres, il faut le comptabiliser en Je vais capitaux. revenir avec sa question en terminant. Est-ce qu'on a recalculé le ratio pour savoir si après vos redressements... Oui, j'ai j'ai fait peut-être Il a passé ses passé slides à 3.8. Oui, c'est ça, il était au-dessus de 3. Est-ce que vous voulez qu'on... Non, ça va, je... J'avais une question concernant les honoraires professionnels. Vous dites qu'on va les passer en charge parce qu'il n'y a pas d'avantage économique futur, mais quand le contrat à lui, il me semble assez profitable dans ma compagnie. Oui, en fait, c'est un... Ok, merci. Oh! Ah!